What is wrong with you? Are you a complete idiot? Discutons peu. Discutons pro. Management, entreprise, carrière, reconversion et argent. Tout ce qui fait et parfois défait la vie professionnelle. Des conversations franches, des expériences vécues et des regards lucides sur le monde du travail. Bienvenue dans Discutons peu, Discutons pro, le podcast qui parle de boulot pour de vrai. I will have your job for this. Bienvenue à ce nouveau podcast dédié à la création d'entreprise et plus particulièrement à la création d'un centre de formation, d'un organisme de formation avec tout ce que ça implique aujourd'hui. Je suis accompagné de nul autre que Bérénice Dorman, mon associée. Et donc Geoffrey Mouton, mon associé. On a créé Oravendis en avril 2020. C'est ça, nous on a eu la chance, l'opportunité de créer ce centre au moment où la France était en confinement. Donc on a créé le centre Oravendis pendant la première fermeture officielle de la Covid. On travaillait déjà ensemble et on s'est retrouvés, de par nos expériences précédentes, à se poser la question de l'identification du besoin, de se dire mais en fait qu'est-ce que les gens qui vont en formation recherchent et est-ce que les centres de formation d'aujourd'hui sont en mesure de leur apporter une réponse? Le constat c'était que pas forcément, ou en tout cas pas de la façon la plus moderne. Nous ce qu'on souhaitait c'était d'avoir quelque chose de vraiment terrain, de pouvoir encourager les gens sur éventuellement une nouvelle voie. Avec le Covid, ça s'est forcément transformé. Il y a eu beaucoup de reconversions, etc. Donc effectivement, la création d'un centre de formation s'est fait assez rapidement parce qu'on adore déjà de transmettre nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être. Et on voulait effectivement avoir quelque chose orienté très pratico-pratique. Le but, c'était de donner bien sûr des éléments un peu théoriques, mais aussi de se dire en fait concrètement comment ça se passe quand vous êtes un service de ressources humaines, comment ça se passe quand vous êtes assistante de direction, basé bien sûr sur des référentiels, etc. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour être efficace tout de suite en entreprise? C'est vrai que nous, on l'a fait, on l'a créé ce centre. La première année de 2020, elle a été un petit peu à double tranchant parce que pour nous, c'était aussi la découverte de l'administratif qui régit les centres de formation. Et il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut le savoir. Il faut le savoir, on ne se lance pas dans la création d'un centre comme ça du jour au lendemain. Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on a fait. On s'est aussi formé sur le tas. Et sur cette première année, on s'est dit, on va commencer par créer des parcours de formation. Alors nous, on n'a pas commencé par de la petite formation Excel ou de la formation AutoWeek, de la formation en anglais ou autre. On s'est dit on va s'attaquer directement à une formation diplômante de 4 mois. Et donc on a créé entièrement 2 parcours. Bérénice était à la tête des titres professionnels d'assistant de direction quand moi je créais les parcours d'assistant aux ressources humaines. Et c'est vrai que cette période-là, cette période de 2020, c'était un peu une parenthèse avant de se jeter à l'eau, c'est-à-dire de se retrouver face à des élèves. Il y a eu une période de référencement sur le CPF, il y a eu une période de demande d'agrément pour pouvoir délivrer ces formations. Et à la fois, avec le recul, 2020 me semble avoir été la meilleure période pour se lancer sur ce sujet parce que ça semble et ça est bien plus compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de réglementations qui changent. Dernièrement, on a eu la loi Finance qui a modifié effectivement pas mal de choses sur le CPF. Plus que pas mal de choses, elle a mis certains centres de formation, certains vont peut-être mettre la clé sous la porte. On a quand même des plafonds de formation à 1 500 € pour des formations inscrites au registre spécifique, donc des formations compétences et non pas forcément des formations métiers. Et c'est vrai qu'un plafond de 1 500 €, sachant que le CPF interdit d'avoir un double financement, c'est-à-dire d'avoir 1 500 € sur le CPF et une autre partie à côté pour financer le reste de la formation. Ça, c'est interdit dans le cadre des formations inscrites au RS. C'est vrai que ça devient un enjeu majeur pour les centres de formation de trouver de nouveaux financements, de trouver des diversités de marché. Et tu le disais très bien, c'est vrai que l'année 2026, avec la loi Finance, a apporté son lot de nouveautés. Donc c'est vrai qu'effectivement, en 2020, c'était différent, plus simple, je ne sais pas, parce qu'on a quand même eu à chercher, il n'y a pas de guide offert en vous disant vous vous lancez dans un centre de formation, voici comment il faut faire. C'est sur plein de sites un peu complexes, donc c'est vrai que c'était pour le coup une chance entre guillemets un peu pour nous que ce soit tombé en 2020 parce qu'il y avait aussi un ralentissement un peu de tout ça via les confinements qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que nous, ça nous a permis de nous lancer. Maintenant, je le ferai actuellement en 2026. Je prendrai quand même ce temps-là pour créer effectivement le centre, savoir exactement ce qu'il faut faire, en tout cas lire, même si c'est long, tous les référentiels, que ce soit Calliope. Si vous souhaitez vous lancer sur le CPF, de bien lire toutes les conditions générales d'utilisation, etc. Même les petites lignes, parce que ça peut être compliqué après pour la suite de se lancer dans un parcours, puis finalement de tout recommencer parce qu'on n'a pas satisfait l'alinéa 6.4 de je ne sais quel référentiel. Outre ça, il y avait aussi les agréments, parce que nous on fait des formations qui sont diplômantes, qui délivrent un diplôme de fin de formation. C'est vrai qu'en 2020, quand on s'est lancé, on pouvait
sur le CPF, commercialiser n'importe quelle offre de formation à partir du moment où elle répondait à des critères d'éligibilité, mais il n'y avait pas de vérification automatique de la part de leur service. Ils ne vérifiaient pas, par exemple, si vous disiez Oravandis va former au titre professionnel manager d'établissement marchand, il n'y avait pas de connexion qui se faisait entre la base de données des centres habilités, c'est-à-dire France Compétences aujourd'hui, et le CPF. Aujourd'hui, cette connectique a été faite, il y a des API connectées entre les différents sites pour vérifier, donc vous ne pouvez plus commercialiser une offre sans avoir au préalable demandé au certificateur l'autorisation de former et certifier à cette formation. Et c'est vrai que quand on s'est lancé, nous on a obtenu le Calliope. Alors le Calliope, c'était plus facile à l'époque, en tout cas c'est mon point de vue, c'était plus facile pour nous de se créer à un moment où Calliope venait de naître. C'est-à-dire que nous, on a créé notre centre par rapport à Calliope. Calliope nous a donné une ligne directive des bonnes pratiques. Et on savait qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas à recréer des procédures, parce que nous, on crée notre centre de toutes pièces. Donc quand on l'a créé par rapport à Calliope. Je pense que c'était beaucoup plus difficile pour d'autres centres qui existaient avec des procédures ancrées, de se transformer suite à Calliope et de revoir leur process, plutôt que de créer sur une page blanche. Donc effectivement, nous on était dans la transition entre Datadoc et Calliope, donc on a dû passer l'ensemble de ces deux certifications. C'est vrai que c'était pas évident, mais je te rejoins sur le côté où c'était plus simple de se créer de toutes pièces plutôt que de revoir l'entièreté de nos process. Nous on avait effectivement on voyait ça un peu comme un livre d'or. On avait juste à régler un petit peu ce qu'on souhaitait faire et de se caler par rapport à Calliope. Maintenant, si effectivement vous avez déjà un centre qui existe déjà, il faut revoir effectivement les process. C'est quelque chose qui se fait dans tous les cas. Oui, puisqu'il faudra s'adapter dans tous les cas à la réglementation qui bouge, à la réglementation, à la loi finance. Il faut en permanence s'adapter dans ce secteur. Et c'est vrai que là, tu nous parles de la partie administrative. C'est vrai qu'il y a aussi une étude de marché qu'on a pu faire. Aujourd'hui, il y a un besoin massif en formation chez les demandeurs d'emploi. Le budget de la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est près de 25 milliards d'euros dépensés par an. On estime qu'un salarié sur deux est formé, que des personnes qui sont en recherche d'emploi, une personne sur quatre est en demande de formation avant d'obtenir, avant de retourner à l'emploi. Et on a rencontré des problèmes. On a rencontré des problèmes de qualité dans les formations qu'on a pu suivre. On a rencontré des problèmes de terrain. On a rencontré des problèmes de retour à l'emploi. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément d'offres aujourd'hui, mais pas forcément ce qu'il faut, pas forcément ce qui répond à une demande et pas forcément au bon montant. Donc j'ai envie de te demander, Bérénice, d'après toi, est-ce que créer un centre de formation aujourd'hui, dans le marché tel qu'il est, c'est une opportunité ? Ou est-ce que le marché est saturé ? Alors, c'est un peu des deux, dans le sens où le marché, forcément, il est saturé. Il y a quand même beaucoup de centres de formation. Ça se voit notamment quand vous vous connectez, par exemple, sur le CPF. Il y a plein d'offres, que ce soit en présentiel, en e-learning, en mix, peu importe. C'est de plus en plus réglementé, comme on le disait, ne serait-ce qu'avec Calliope, avec les contrôles aussi RNCP des différents certificateurs. Les certificateurs eux-mêmes, parfois, font des audits aussi de qualité, de savoir si on promet bien le bon programme, si on met bien en avant les objectifs, etc. Donc effectivement, il y a de la place, mais pas forcément pour tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi des formations à financement public, parce que ça reste une majeure partie de la formation professionnelle aujourd'hui, mais on en parlait, la diversification de notre portefeuille client est très importante. On ne peut plus, en 2026, se satisfaire uniquement de fonds publics et compter à 100% sur le CPF. On l'a vu avec la loi finance 2026, le CPF, c'est fluctuant. On l'a vu avec le retrait des financements dans certaines régions, de par les directeurs et directrices de région, tels que Valérie Pécresse en Ile-de-France, qui a, sous sa mandature, retiré les financements liés à la formation pour des offres individuelles. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les marchés publics se renferment. Alors, est-ce une volonté de détruire tous les petits centres de formation et de renforcer la présence de certains gros, l'AFPA, le Greta? Est-ce que c'est cette volonté-là, au final, qui est demandée par les pouvoirs publics? En tout cas, si on porte sur des formations qui sont non financées par des services publics, là, il y a un autre marché qui s'ouvre à nous. On a le marché des entreprises, on a le marché aussi de la micro-formation. Aujourd'hui, beaucoup on parle du micro-learning avec des formations à 20, 50, 100 euros que l'on pourra trouver sur différentes plateformes et sur différents sites internet. Il y a plein de centres de formation qui font du micro-learning. Donc le marché de la formation, c'est vrai qu'il y a un océan rouge avec des centres de formation, une offre institutionnelle peut-être un peu saturée. Et là où il va falloir innover, c'est dans les modalités pédagogiques, dans l'accompagnement et pourquoi pas dans le tarif. Nous, c'est vrai que chez Oravandis, c'est aussi ce qu'on a souhaité faire. On a souhaité apporter de l'accompagnement, mais aussi de la modernité, avec de l'IA quand les formateurs ne sont pas disponibles, avec des modules
coder pour pouvoir apprendre plus rapidement et des choses un petit peu plus évolutives, un petit peu plus ludiques également dans la formation, là où d'autres se contenteront de faire du texte et de la vidéo. On pense aujourd'hui qu'en 2026, le marché de la formation doit évoluer et c'est vrai que dans cet océan rouge où il y a beaucoup de centres de formation, il faut réussir toi-même à trouver ton océan bleu, c'est-à-dire là où l'offre n'est pas encore saturée, là où il y a encore de la place sur le marché et à réussir à te différencier. C'est plus facile de te différencier sur un petit marché que sur un très gros marché. Donc j'ai envie de te demander, après c'est chacun aura sa propre réponse, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence ? C'est vrai qu'on parle d'approche pédagogique, on parle d'accompagnement, on parle de tarifs parce que c'est un point différenciant. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait la différence d'un centre de formation par rapport à un autre ? Je pense que déjà ça va être dans le concret, de faire quelque chose qui sera beaucoup plus utile, alors que ce soit aussi bien par des formations qui sont de plus en plus demandées. Je pense notamment à tout ce qui va être secrétariat médical, qui est, si on regarde sur Internet, l'une des formations les plus recherchées. Donc ça peut être déjà dans ce côté-là, de faire quelque chose d'utile, de faire des formations qui ont du sens, en tout cas pour les gens. De passer effectivement par du concret, donc de proposer des mises en situation. Concrètement, comment ça va se passer en entreprise. C'est bien de savoir effectivement la base, comment ça se passe théoriquement, mais c'est bien aussi effectivement de savoir comment ça se passe quand je vais arriver à mon poste, sur quel outil je vais travailler. Si jamais je dois utiliser de l'intelligence artificielle, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je le prompte. Tout ça, ça va être des choses qui sont importantes. Tu dirais que l'intelligence artificielle va occuper une place importante dans la formation aujourd'hui ? Je pense que c'est important en tout cas de se former dessus, de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Encore une fois, de le voir comme un assistant. Le but, ça ne va pas être de remplacer l'entièreté des métiers. Mais quand on veut rédiger un mail et qu'on n'est pas sûr de son orthographe, de le repasser dans les divers outils qu'il peut y avoir, que ce soit ChatGPT, Gemini ou autre. Mais oui, je pense que c'est important de voir un peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Se former dessus, pourquoi pas, mais en tout cas d'avoir une première approche, je pense que c'est important, et cela, peu importe les métiers, mais je pense que ça peut être un bon élément, ouais. Je pense que ce que tu dis est intéressant, mais je pense que c'est aussi difficile à prouver. C'est-à-dire c'est difficile à prouver à un prospect que ta formation elle est qualitative. Parce que ton prospect, ce qu'il va voir, c'est ton catalogue, ton site internet et peut-être 2-3 preuves sociales, c'est-à-dire des témoignages sur Google, sur Trustpilot, autres. Mais c'est vrai que c'est difficile de lui montrer que ce que toi tu fais, c'est qualitatif et différenciant par rapport à certains autres. Et du coup, peut-être que la preuve sociale, peut-être que le témoignage, la preuve que ça a fonctionné pour d'autres, a plus de valeur aujourd'hui que de dire voilà moi les modalités pédagogiques que je propose, voilà le contenu que je propose, parce qu'au final d'un contenu à l'autre, les centres de formation vont se retrouver, il y a des référentiels à suivre, notamment pour certaines formations diplômantes. Mais c'est vrai que d'apporter aussi une preuve sociale, de montrer que Karine, 42 ans, qui était demandeuse d'emploi, ça a changé sa vie de faire cette formation-là. Là, on obtient ce qu'on appelle une preuve sociale et c'est intéressant pour le prospect de se dire tiens, ça me parle. Ça me parle parce que moi aussi, j'ai envie de trouver ma voie, moi aussi, j'ai envie de changer de carrière et moi aussi, j'ai 42 ans comme Karine, donc peut-être que je me retrouve dans ce parcours. Les gens, aujourd'hui, ils n'achètent pas une formation, ils achètent un résultat. Est-ce que tu peux raconter peut-être, Bérénice, comment nous, on a au début commercialiser notre offre, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent tiens, je vais lancer un centre de formation ou se lancer en formateur indépendant. C'est à peu près les mêmes démarches au début. Il faut obtenir le numéro de déclaration d'activité, certainement se faire référencer Calliope si on veut arriver à des fonds publics. Et puis après, commercialiser l'offre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a fait tout ce parcours administratif, tout ce parcours du combattant, en réalité, ça y est, tout le monde va entendre parler de nous, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas parce que tu as Calliope, c'est pas parce que tu es sur le CPF, et c'est pas parce que tu as ton numéro de déclaration d'activité, ton NDA, que tu vas commercialiser. Alors, comment tu commercialises une offre qui vient de se lancer ? Pour commercialiser, ça va dépendre dans un premier temps, effectivement, si vous dépendez des fonds publics, etc., sur le CPF. Après, comme tu le disais, sur la preuve sociale, ça va être les recommandations, le bouche à oreille, les premiers retours positifs des apprenants aussi, qui sont importants, de savoir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Il y a aussi une analyse de sa pratique, une prise de recul à faire sur comment ça s'est passé, sachant que chaque session, chaque formation est différente d'une année à l'autre, en tout cas d'une session à l'autre. Il y a peut-être des choses qu'on va faire parce que le groupe était très dynamique, qu'on va changer à la deuxième session parce que, au contraire, on va avoir des apprenants qui sont peut-être un peu plus réservés. Tout ça, ça va changer. Donc, toujours demander en tout cas des retours à ces apprenants. Alors, ça peut être aussi une obligation Calliope de faire des enquêtes de satisfaction à chaud et à froid, mais en tout cas de demander des premiers retours et des recommandations, je pense que ça reste important, sachant que effectivement les gens parlent du centre de formation sans forcément qu'on soit là, ils vont en parler à des amis, ils vont en parler à leur famille, ils vont
en parler autour d'eux, même en entreprise. On a des entreprises parfois encore bien sûr. qui nous appellent pour nous dire j'ai fait une formation chez vous, je souhaite recruter quelqu'un, ou en tout cas prendre quelqu'un en stage également. Alors voilà, toutes ces recommandations-là, ça reste important. Puis il va falloir travailler le référencement, il faut un site internet. C'est vrai que Bérénice parle de Calliope en disant il faut répondre à Calliope, mais c'est vrai que Calliope, c'est avant tout un système qualité. Et on ne peut pas être contre Calliope, on ne peut pas être contre vouloir mettre de la qualité dans nos formations. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, voilà ce qu'il faut faire pour être bien. Bon, on ne peut pas être contre ce principe-là. Donc si Calliope nous dit qu'il faut communiquer un catalogue, qu'il faut communiquer sur un site internet, sur des réseaux sociaux, c'est certainement que c'est aussi la clé de la réussite. Et donc avoir un site internet qui est bien, le faire bien référencer bien entendu, avoir pourquoi pas des réseaux sociaux, et c'est aussi à ce moment-là que tu vas pouvoir prouver ta différenciation. C'est quoi qui fait ta différence? Est-ce que tu utilises des références de la pop culture dans ta formation? Est-ce que tu utilises un langage très soutenu? Est-ce que tu fais de la formation scientifique à destination de scientifiques avec un langage complexe? Dans ce cas-là, tes réseaux sociaux sont aussi le reflet de tes valeurs, de ta société, et c'est important d'utiliser les réseaux, le site internet, tous les moyens qui sont mis à ta disposition aujourd'hui pour communiquer. Donc quand on crée un centre de formation, aujourd'hui il y a la partie administrative, c'est vrai, mais après c'est pas juste transmettre des compétences, ça reste construire une société, construire des référentiels, construire une offre, construire des catalogues de formation, construire des cohérences de parcours, construire du contenu, comprendre un marché, s'adapter en continu. C'est vrai que c'est un projet entrepreneurial avant d'être un projet pédagogique. Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Au début, on se dit, on va regarder un petit peu Calliope et puis on va se former un peu sur comment ce qu'il faut faire. Mais effectivement, c'est un marché qui est très évolutif, qui change beaucoup comme on l'a rappelé. Donc c'est vrai que c'est important du coup de faire sa veille, de regarder ce qu'il faut faire. Il y a un besoin constant de formation. J'ose espérer que la formation ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Et je ne dis pas ça que pour Ravendis, mais de façon générale, je pense que c'est important que les gens se forment, apprennent de nouveaux métiers, se disent qu'il y a une deuxième chance qui est possible. Donc il y a un besoin qui est quand même constant, mais effectivement une adaptation qui est permanente sur tous ces changements-là, de savoir si notre offre ne tombe pas complètement à côté par rapport aux autres, d'être sûr que ce soit bien aussi en accord avec nos valeurs et nos principes. Et ça demande effectivement une adaptation permanente. Est-ce que, si on t'avait dit, il y a 6 ans, quand tu as créé et signé les statuts de Ravendis, dans 6 ans, tu auras une société qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui est bénéficiaire, qui a 30 salariés, tu l'aurais cru? Non. Parce que de base, c'était nous deux derrière l'ordinateur et on voyait un peu où ça nous menait. Et maintenant, en fait, c'est super de voir l'évolution, de voir effectivement en 6 ans qu'on a pu diversifier notre offre, qu'on a réussi à s'adapter, qu'on arrive à transformer des vies. On a plus de 4000 apprenants diplômés, 97% de réussite au diplôme, c'est 92% de retour à l'emploi. Et c'est incroyable de se dire qu'on a apporté notre brique à cet édifice de la reconversion de chacune de ces personnes. On a participé à leur évolution professionnelle. J'ai envie de dire que la formation change, mais le besoin intrinsèque d'apprendre, lui, il disparaît jamais. Tu as une anecdote ou une expérience à partager sur le monde du travail? Écris-nous à podcast@auravendis.fr et nous serons ravis d'échanger avec toi autour d'un café pour notre prochain podcast.